De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Adam Azeizi, Jean-Marie Talley et Grégory Sileni. Place tout de suite à notre grand angle économique. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, respire de plus en plus, ceci grâce à la construction d'infrastructures modernes. La dernière en date est la construction d'un quatrième pont. Seulement voilà, celle-ci se heurte à quelques réticences. Explication dans ce reportage d'Olive Adiakotan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Après une organisation non gouvernementale, c'est au tour de certains chefs traditionnels de demander aux autorités ivoiriennes d'indemniser et de reloger les populations impactées par le projet de construction du quatrième pont avant le démarrage des travaux. L'opération de déguerpissement est imminente, mais l'indemnisation et le recasement tardent à se concrétiser pour certaines personnes. Le projet du quatrième pont sera menacé. Peut-être on va même qu'il y aura les grèves ou les gens vont se lever encore pour nous faire blocage aux travaux. Pour dire qu'il faut forcément que non, on les recase. Donc moi, ce que moi je peux dire à travers votre micro, c'est d'interpeller seulement l'État de Côte d'Ivoire à être regardant sur tout ce dossier. Les chefs traditionnels se félicitent néanmoins de la décision du gouvernement de renoncer à la destruction de 108 habitations d'Adjamé village dans le cadre de la construction du quatrième pont. De juste milliers trouvés, donc le village d'Adjamé ne sera pas déguerpi. Le village d'Adjamé va rester où, depuis Belle-Luette, le village d'Adjamé est, mais seulement c'est le pont qui sera tout juste décalé. Et je suis ravi et je suis tellement content parce que nous, en tant que chefs traditionnels, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? C'est la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. D'un coût global de 109 milliards de francs CFA, le lancement des travaux de construction du quatrième pont a été effectué en juillet 2018. Cette infrastructure traversera les communes de Yopougon, d'Atekoubé et d'Adjamé. Monsieur Azeizi, quelle appréciation faites-vous de la stratégie de développement des infrastructures qui a été mise en place par le gouvernement ivoirien? Le gouvernement ivoirien investit beaucoup dans les grands travaux, les constructions de routes et d'infrastructures. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui a un impact assez positif sur l'économie, puisque la croissance est stimulée par cette politique de grands travaux et ce qu'elle engendre en termes d'emploi, d'investissement. Donc c'est un des axes majeurs qu'a choisi le président Ouattara dans sa politique de développement de Côte d'Ivoire. C'est une stratégie qui nécessite beaucoup d'investissements, mais les attentes et les retours économiques viendront par la suite. Donc on remarque aujourd'hui, comme on peut voir dans ce reportage, qu'il y a une sorte de mécontentement social par rapport au retour sur investissement de ce type de projet. Mais il faut avoir une vision un peu plus moyen à long terme, parce que dans un pays qui est aussi où il y a une production de cacao et une production qui est un peu répartie un peu sur tout le territoire, et un réseau routier qui aujourd'hui n'est pas encore suffisamment développé par rapport à l'importance économique de la Côte d'Ivoire, il est nécessaire dans une vision court terme de mettre les moyens et de développer ces infrastructures pour stimuler l'économie. Autrement, beaucoup des économistes ont pu chiffrer que la qualité aujourd'hui de l'infrastructure routière ivoirienne pénalise l'économie de presque 1,5 milliard chaque année. Ce qui est assez important et qui nécessite aujourd'hui une continuité par rapport à ce plan d'investissement et dans un objectif moyen-court terme de faire aujourd'hui de la Côte d'Ivoire une plaque tournante du commerce en Afrique de l'Ouest. Alors on entend beaucoup ces derniers temps, Jean-Marie, dans les rues abidjanaises, qu'on ne mange pas le goudron. Est-ce que la construction de ce quatrième pont, estimé à 109 milliards de francs CFA aujourd'hui, ne devrait pas être une priorité? Alors, ça risque peut-être d'être un petit peu rétrograde, ce que je vais mener comme analyse. Ce que vous avez dit, on peut le mettre au crédit du gouvernement Ouattara, qu'il faut saluer dans le fait qu'il ait proposé et qu'il ait réalisé. Ça, c'est un point positif. Sauf que la Côte d'Ivoire ne se résume pas à Abidjan. Toutes les constructions, toutes les visions, les promesses politiques se réalisent à Abidjan. Le pays est grand. Les grands projets, il y a des projets et des projets qui couvrent. Quand on dit des projets, on va dire des grands projets, c'est-à-dire des projets qui sont susceptibles d'engloutir énormément d'argent.
Et cet argent, ces sommes énormes qu'on aurait pu répartir un peu autrement. Les ponts ne sont pas qu'à Abidjan. Il y a l'arrière-pays qui a aussi besoin de ponts, qui n'a pas. Donc ça pose un problème. Maintenant, de l'autre côté, le crédit du fait de développer Abidjan, qui est peut-être une bonne chose, c'est de savoir si ces développements-là créent de l'emploi. Oui. Et va créer de l'emploi. En tout cas, en ce qui concerne ce 4e pont, il est censé créer de l'emploi pour 100 000 personnes. Ah oui, non, mais attention, les analyses qu'on fait dans les prévisions qu'on vous donne, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. En tout cas, c'est ce qui est indicateurs économiques. Oui, ça, ce sont les indicateurs économiques. Nous, quand on les établit professionnellement, on sait ce qu'on peut mettre. On peut rajouter autant de zéros qu'on veut en fonction de l'objectif qu'on se fixe. Sauf que la réalité est tout à fait autre. Relier la zone du plateau vers une autre, ça c'est bien. Sauf que derrière, les emplois directs qui sont créés avec la construction du pont, on ne les voit pas. Parce que le pays a besoin réellement d'industrialisation. Il ne faut pas confondre les emplois temporaires. Il ne faut pas confondre les emplois temporaires ou le fait qu'on est relié. La population ivoirienne n'est pas simplement à Abidjan. Quand on construit simplement la ville d'Abidjan, on fait un appel d'air des zones rurales vers l'urbanisation. Et on assiste à une urbanisation sauvage. Or, il faut peut-être construire des ponts, on ne dit pas non, il faut les construire, des infrastructures. Sauf qu'il faut penser à une certaine répartition de la construction des infrastructures dans l'ensemble du pays et surtout de l'industrialisation du pays. Maintenant, le dernier point, il faut savoir que ça engloutit énormément d'argent. Oui. Ça veut dire que ça endette le pays, même si la Côte d'Ivoire estime être en dessous des 70% qui est la moyenne dans les pays d'Afrique de l'Ouest, elle est à 43, je crois 43,2 ou 42,3% de taux d'endettement. Le vrai problème, c'est que est-ce que les emplois qui sont créés, la croissance qui sera créée derrière dans les 30 ans qui suivent, parce que les endettements, souvent, c'est étalé sur 30 ans. Ce pont-là, c'est sur 30 ans, financé par la BAD. Est-ce qu'on aura la capacité de créer suffisamment de croissance pour rembourser tout cet endettement? N'oubliez pas que le taux de croissance moyen pour les 2, 3, 4 prochaines années, c'est à peu près à 8%. Si vous permettez, j'ai 3 points sur lesquels je vous passe la parole. Juste sur la répartition sur le territoire, on est d'accord que les investissements doivent être homogènes sur le territoire, mais il ne faut pas être aveugle. Aujourd'hui, le cœur économique de la Côte d'Ivoire est Abidjan. Les entreprises sont installées à Abidjan. Les entreprises ont besoin d'infrastructures pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, que ce soit le tertiaire, les services, le transport ou bien tout ce qui est lié au transport d'exportation de matières premières, etc. Beaucoup de ces marchandises transitent par Abidjan. Donc aujourd'hui, Abidjan, force est de constater, c'est la plaque tournante. Certes, il y a un appel d'air par rapport à toutes les régions qui sont limitrophes et on voit une migration des populations un peu rurales vers Abidjan, mais il faut renforcer la place d'Abidjan et sur le court terme, parce que c'est la demande des entreprises. Vous parlez de création d'emplois, pour pouvoir créer des emplois, une entreprise aujourd'hui compare ce que propose Dakar, ce que propose Abidjan, ce que propose Lomé, avant de choisir où s'installer. Et aujourd'hui, si les infrastructures sont les meilleures à Abidjan, les investisseurs viendront s'installer à Abidjan pour travailler sur tout le marché. Donc ça, on est d'accord. Oui, on est d'accord, sauf que vous oubliez un détail important. Ce qui crée de la croissance, c'est le secteur agro-industriel. C'est ça qui crée de la croissance, qui crée des emplois stables, des emplois pérennes. Quand des gens se déplacent des zones rurales vers Abidjan, donc vers les centres-villes d'Abidjan, n'oubliez pas qu'ils viennent des zones rurales, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de qualification. Alors ces entreprises-là qui revendiquent de l'infrastructure pour être plus à l'aise, quels emplois ces entreprises réservent à ces personnes qui sont arrivées? Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, très rapidement, messieurs, on va prendre le point de vue de M. Sileni. En fait, là, on est sur la logique du président Ouattara depuis qu'il est au pouvoir, à savoir assurer un cadre macroéconomique avec une politique des grands travaux qui a été tout au long de son double quinquennat. En revanche, comme vous disiez tout à l'heure, ça interroge toujours est-ce que ce libéralisme auquel il souscrit et auquel il adhère totalement est suffisamment intelligent pour être vertueux et qu'on puisse avoir une amélioration de vie des Ivoiriens. Or, aujourd'hui, c'est les grandes critiques qui sont soulevées, qui sont mises en exergue, c'est que finalement, il n'y a pas forcément une amélioration de vie des Ivoiriens. Absolument. Après aussi, je souscris à ce qui a été dit tout à l'heure. Il manque à manger, les populations. Mais on parle de projets qui ont des ambitions à plusieurs années. Ce n'est pas en construisant la route que le lendemain, toutes les entreprises seront là, installées, et 20 000, 100 000 emplois seront disponibles. C'est des choses qui se construisent sur le temps. Les actions doivent être concomitantes, en fait. Oui. Et là, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que clairement, c'est vrai que le pays
pays très endetté. Il y a beaucoup de grandes inquiétudes par rapport à la situation économique de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que là, on n'a pas d'horizon pour savoir si, forcément, au niveau de l'industrialisation, parce que là, en fait, ce qu'a fait Alassane Ouattara, c'est qu'on sait qu'au niveau du secteur agricole, il y a eu une amélioration au niveau du cacao. En revanche, dans tout ce qui est l'industrialisation, finalement, les résultats ne sont pas assez conséquents, en tout cas, pour que ce soit... Et là, il a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. On a l'impression, quand on regarde la Côte d'Ivoire, quand on parle de Côte d'Ivoire, et c'est symptomatique, on ne pense que la Côte d'Ivoire qu'en termes de cacao. Il n'y a pas que le cacao en Côte d'Ivoire. Et ensuite, là, vous avez parlé des infrastructures. La lutte aujourd'hui en Afrique, dans les grandes capitales, dans les grandes cités urbaines, c'est d'avoir une urbanisation, une construction d'infrastructures. Mais le problème qu'il y a derrière, c'est la rentabilité de ces infrastructures. La lisibilité n'est pas claire. Il faut faire attention en Afrique d'avoir des lisibilités sur papier. Il faut lire sur la réalité de terrain. Et la réalité de terrain signifie manque de qualification, manque de formation professionnelle, manque de création d'emplois pérennes. C'est ça qui pose problème, et surtout l'industrialisation qui doit se développer dans l'ensemble et l'arrière-pays pour drainer maintenant les richesses que vous avez évoquées tout à l'heure, pour les entreprises vers le centre du pays, en tout cas vers la capitale. On est tous d'accord sur les objectifs à atteindre. La question ici, c'est la temporalité. Je ne défends pas le programme du président Ouattara. C'est une analyse. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a différents chantiers sur les grands travaux, mais également sur l'enseignement qui ont été initiés par le gouvernement Ouattara. Et des projets qui commencent et qui peut-être prennent du temps, et c'est ça le problème, c'est aujourd'hui il faut les accélérer, qui sont dans les régions qui sont à l'extérieur de Abidjan, bon, Yamoussoukro, ou à l'extérieur, à savoir la mise en place d'infrastructures routières pour pouvoir désenclaver ces régions et attirer des investisseurs et développer de l'emploi en dehors du bassin abidjanais. Donc ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui une priorité. Néanmoins, faut se garder en tête que ce type d'investissement est quelque chose qui est très important. Certes, ça impacte la dette, mais c'est un point de différenciation parce qu'aujourd'hui, les entreprises font vraiment un benchmark de où est-ce il fait mieux de faire du business. Et aujourd'hui, il est nécessaire de proposer la meilleure... Dans le rapport Doing Business. Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Sauf qu'il faut savoir que quand on prend un pays, prenons le cas de la Côte d'Ivoire, le désenclavement, c'est une très bonne chose. Mais simplement, quand on fait un désenclavement, même si c'est pour aller dans des zones rurales, les zones rurales n'ont pas simplement besoin d'une route, elles ont besoin aussi des écoles, elles ont besoin aussi de l'eau potable, elles ont besoin aussi des systèmes de santé viables, elles ont besoin aussi d'avoir du pouvoir d'achat pour pouvoir vivre décemment et pour pouvoir maintenant avoir des ambitions et développer les secteurs d'agriculture ou les secteurs même tertiaires. Alors vous êtes de l'avis de ceux qui disent que ce chantier n'était pas prioritaire? Il n'est pas forcément prioritaire. En tout cas, les sommes englouties auraient pu servir pour faire autre chose. Parce que quand on regarde le pont, on veut laisser son nom dans l'histoire. C'est très bien, sauf que vous avez cité tout à l'heure une ville, Yamoussoukro. Vous connaissez la cathédrale qui est là-bas? Oui. Voilà, c'était quelque chose qu'il fallait laisser un nom, qui permettait de laisser un nom dans l'histoire. Mais allez voir ce que c'est devenu. À quoi ça sert? Quel est son rendement, sa rentabilité aujourd'hui? Je vais dire, à la limite, c'est proche de zéro. Donc, quand vous regardez tout autour. Alors, maintenant, s'il faut construire un pont, il faut en général construire les choses à la mesure de ce que demande le peuple, la population et le pays. Il y a quelque chose qui est positif dans ce pont, c'est que c'est un pont qui sera positif. Il y a une logique économique quand même derrière, mise à part le développement. Mise en place de péages payants. Donc il y a une logique économique. Certes, ça ne suffira pas comment dire, le retour sur investissement sera assez long. Méfiez-vous néanmoins... des PPP, attention. Les péages payants, quand vous mettez, c'est savoir qui est derrière, qui profite. Cette action, en fait, elle est un peu symbolique de la gouvernance qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a besoin d'un désengorgement d'une ville comme Abidjan, forcément, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas que d'un côté on ait les infrastructures et que ça se développe à grande vitesse, ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, et d'un autre côté en fait on a les populations qui vont regarder ces infrastructures et il n'y a pas de jonction entre les deux. C'est ça aujourd'hui. Et finalement ce qu'on est en train de soulever finalement c'est la croissance inclusive. Il faut que cette croissance soit inclusive, qu'elle soit partagée et qu'il puisse avoir un développement. Or aujourd'hui on se rend compte que finalement il y a un peu cette chose à double vitesse qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire et qui est un peu critique dans le bilan d'Alassane Ouattara. Parce qu'après bien évidemment toutes ces intentions-là, ce qui a été dit... Il rejoint là ce que c'est-à-dire en fait, il a beaucoup écouté les entreprises qui ont besoin d'aisance. Elles ont juste besoin d'aisance. On va dire en gros le peu d'efforts pour assurer le maximum de rentabilité, gagner le plus, et puis
le reste, comme on a toujours fait en Afrique depuis ces 50 dernières années, il ne faut pas croire. Ça a toujours été comme ça. On prend autant qu'on peut, autant qu'on veut, tant que c'est pris allègrement, avec beaucoup d'aisance. Le reste, excusez-moi l'expression, peut-être sur ce plateau, c'est qu'on s'en fout. Alors justement, parlons-en de la population, hein, parce que c'est elle qui est, en tout cas une partie de la population est très mécontente par rapport à ce projet, notamment parce qu'elle n'a pas été pour l'instant indemnisée ni relogée. Jean-Marie, bien souvent, hein, quand on observe, quand on lance ce genre de projet, on observe la construction de villes nouvelles. Est-ce que sur ce coup, on peut dire que le gouvernement ivoirien a manqué d'anticipation? Dans les expressions populaires, on dit que le gouvernement a merdé sur ce point-là. Vous savez, les familles africaines sont constituées, ça on ne se l'apprend pas ici, les familles africaines sont constituées, ce n'est pas simplement du père, de la mère et des enfants. Quand vous venez dans un ménage, vous avez le père, la mère, les cousins, les nièces, les neveux, ainsi de suite. Alors, quand on vient déguerpir des gens, alors, on tient compte de qui dans la famille africaine, tel qu'ils l'ont fait. Maintenant, quand vous prenez le père, la mère, les enfants, pour dire que c'est leur patrimoine qu'on a cassé, on va les indemniser. Mais ceux qui étaient là, comme des cousins, des nièces, des neveux, des oncles, des machins, qu'est-ce que vous en faites? Ceux-là qui n'étaient pas propriétaires, est-ce que vous les intégrez dans le processus de dédommagement? Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous savez, il y avait des dédommagements qui étaient prévus en numéraire, donc ça veut dire de l'argent cash remis aux gens. Et ensuite, des dédommagements en termes de maisons attribuées. Alors, quand vous prenez ça, est-ce que ces maisons-là, qui sont construites, primo, est-ce que ça crée de l'emploi? Est-ce que c'est construite par des entreprises ivoiriennes? Ça, c'est la première question. Donc, la réponse, en général, on sait qui gagne les marchés. Alors, deuxième question, quand on construit ces maisons, est-ce que c'est d'abord aux normes et aux critères, j'allais dire, environnementaux, culturels, qui permettent d'avoir une modernisation du pays, mais en respectant les codes environnementaux, les codes culturels locaux? Je ne pense pas. Maintenant, derrière, toutes les autres populations qui sont là, à qui vous allez attribuer les maisons, le plan d'urbanisation que vous avez fait dans une zone comme, est-ce que vous les avez interrogés pour savoir si ça leur plaît ou pas? Je ne pense pas. En même temps, quand vous allez construire quelque part, il y a dans la notion africaine, on dit que ça appartient à un village, à un environnement où il y a souvent un chef, il y a un roi, il y a ainsi de suite. Est-ce que vous les avez interrogés ou bien vous les avez soudoyés pour qu'ils soient acquis à votre cause, c'est-à-dire à cause du pouvoir? C'est pour ça que vous voyez des gens qui se soulèvent, qui s'élèvent et qui disent non, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Maintenant, tout ce que vous avez entre guillemets nettoyé, le ménage ou la famille, les ménages que vous avez, à qui vous avez dédommagé ou attribué des maisons, mais tout ce qui était à côté, la famille annexe ou les personnes annexes qui sont à la rue ou qui sont, qu'est-ce qu'on en fait? Donc toutes ces questions-là, le gouvernement, je pense, ne s'y penche pas et c'est extrêmement dangereux parce que vous avez démobilisé des gens qui avaient une certaine stabilité. On ne vous demande pas de les laisser là-bas, mais simplement quand vous les déplacez quelque part, il faut prévoir que ces gens-là aient de quoi un minimum de fonds de roulement dans une famille pour reprendre une vie normale, une certaine stabilité. Pour l'instant, on leur loue des maisons où ils doivent rester pour attendre. Et on ne loue pas à tout le monde parce que ça coûte extrêmement cher. Et donc vous vous apercevez qu'on prend 30 milliards pour essayer de dédommager un certain nombre de personnes. Et vous connaissez le clientélisme qu'il y a dans tout ça en Afrique. Et donc ça pose des sérieux problèmes parce qu'on ne prend pas le temps, statistiquement parlant, de faire des recensements, de récolter et en même temps de dire, voilà, s'il y a des gens en marge, qu'on leur donne une vision, des perspectives d'insertion. Et c'est tout ça qui pose un problème. Merci pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas. Dans quelques instants, la suite de votre émission. À tout de suite.